veut la tradition, nous allons avoir une période de questions. J'ai l'avantage d'avoir une montre qui a plus de 60 ans, alors elle est toujours en retard, ce qui en l'occurrence c'est peut-être un avantage pour nous. Il est midi 10, donc c'est ça, j'ai 10 minutes de retard. Est-ce que 10 minutes de questions serait convenable ? Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. J'ai une petite question. Vous avez fait référence tous les deux, John et Pierre, à la question du code ouvert pour l'administration. Alors, je poserai la question aux deux. Je crois qu'effectivement, une administration publique devrait absolument faire affaire avec des codes ouverts. Pierre a parlé de système technologiquement équitable. Je voulais simplement savoir, je pose la question aux deux, s'il y a effectivement une tendance, parce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle maintenant. Je sais qu'à un moment donné, au Brésil, il me semble, il y a une politique qui a été établie à cet égard pour éviter effectivement que l'administration publique ne tombe sous la coupe d'intérêts privés. Est-ce que c'est un discours qui tient la route encore ou est-ce que c'est un vœu pieux simplement? Merci. Bon, c'est un vœu très nerveux, par exemple, parce qu'évidemment, les juristes sont experts, les juristes gouvernementaux comme les juristes du secteur privé sont experts en trouvant des difficultés, trouvant des risques, l'analyse des risques juridiques, comme disait Pierre tout à l'heure. Alors oui, on aimerait bien faire ça. Il y a deux défis. Un défi technologique parce que les informaticiens, les services d'informatique du gouvernement sont un peu méfiants. Ils ont été entraînés sur Microsoft, je ne sais pas, ils sont un peu nerveux pour la capacité de code ouvert. Évidemment pas pour certains usages qui sont tout à fait normaux pour les serveurs, Apache et le reste, mais en général. Mais ce qui est nerveux pour les juristes, c'est deux choses. D'abord, responsabilité pour les défauts dans le code qu'on accepte, parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Il n'y a pas de responsabilité, alors on achète ou on acquiert du code qui gâche tout. Alors, qui est responsable? Personne. Ensuite, il y a l'obligation pour la plupart des codes ouverts avec le GPL et le reste de publier, de faire accessible au public les modifications qu'on aura fait à ce logiciel. Alors, nous, évidemment, le gouvernement, il y a bien des usages possibles dans ce gouvernement. Si on va modifier ça à nos propres fins, est-ce qu'il faut divulguer ça à tout le monde, permettre que tout le monde emploie ça à leur propre fin? Et est-ce que nous sommes responsables par la suite à des défauts dans le code que nous aurons ajouté au code qu'on a acquis? Alors, il y a des risques juridiques là. Alors oui, en principe, on aimerait bien faire ça. On pense que ce sera peut-être moins coûteux que de dépendre de Microsoft ou d'un fournisseur de logiciels privé, bien qu'il y ait des experts en sécurité qui disent « moi, c'est moins sûr » et d'autres qui disent « oui, mais c'est beaucoup plus sûr parce qu'il y a plus de dieux qui regardent ça ». Mais en tout cas, ça va venir, ça vient, là, mais ce ne sera pas demain la veille. Il n'y aura pas de politique à la brésilienne pour le moment. Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'on a souvent tendance à proclamer que les juristes sont conservateurs, mais probablement que ce conservatisme existe aussi dans d'autres communautés. C'est-à-dire que c'est peut-être plus rassurant d'avoir des produits supposément dont on dit que quelqu'un assumerait la responsabilité. Par exemple, c'est peut-être pas une très grosse bureaucratie, mais par exemple, simplement à l'Université de Montréal, il se dépense des millions à acheter des licences de grandes sociétés, alors que l'État prétend ne pas avoir de moyens pour plein de services. Et il y a aussi, au sein de ces grandes bureaucraties,
beaucoup d'expertise et on se demande en effet pourquoi aller chercher dans le privé ce qui pourrait être peut-être fourni de façon beaucoup plus efficace à l'interne. Mais là, il y a, je pense, deux discours. Il y a le discours de délégitimation de l'État qui probablement vient en quelque sorte ajouter là, aux difficultés que signalait John Gregory. C'est-à-dire que comme à l'égard de ces technologies, l'État n'est pas légitime dans l'imagerie populaire, simplement de poser l'idée que les communautés d'utilisateurs au sein des différents environnements gouvernementaux ou paragouvernementaux puissent faire comme ça se fait dans le libre, c'est-à-dire échanger et éventuellement trouver des solutions en réseau. Ça paraît difficile à accepter, surtout dans des univers qui sont encore pyramidaux ou qui essaient de le rester. Oui. J'allais ajouter, disons, une contrainte technique pour le code ouvert ou pour n'importe quel code qu'on construit soi-même. Et c'est un problème grandissant avec la Web 2.0 dont on a parlé hier. C'est l'absence de normes acceptées depuis 20 ans, depuis l'arrivée du monopole global de Microsoft. C'est que la souris fonctionne toujours de la même façon. On clique ici, on sait avec tout le logiciel existant comment ça fonctionne. Mais avec le Web 2.0, avec n'importe quel code qui n'est pas soumis aux exigences de Microsoft et d'Apple, on ne sait plus comment ça fonctionne. Alors, on trouvera un service sur un site web là, inventé par le propriétaire de ce site et ça fonctionne différemment. Alors, on clique ça, il n'y a rien qui se passe parce qu'on aurait dû cliquer autrement. On aurait dû cliquer ici au lieu de là, mais avec toutes les applications de Microsoft créées, soit par Microsoft, soit par toute l'armée mondiale de gens qui créent pour Microsoft ou pour Apple, ça fonctionne de la même façon parce que Microsoft l'exige, mais avec un code ouvert, c'est plus obligé. Pour Web 2.0, ce n'est plus obligé. Donc, il faut reapprendre chaque logiciel, chaque fois. Ça, c'est difficile. Il y a quelques personnes dans la salle qui sont assez vieux pour se souvenir de l'époque où chaque bout de logiciel fonctionnait d'une façon tout à fait non conforme aux autres. Il ne faut pas y retourner sous la pression économique ou politique du code ouvert. Et si je peux ajouter sur cette question-là, ce n'est pas l'apanage des États. Je veux dire, il y a les compagnies dépensent des millions pour certains logiciels dont on sait qu'ils sont, je pense à SAP par exemple, qui est pour une grosse entreprise qu'on peut trouver au Québec, ça coûte de 60 à 80 millions de dollars à mettre à jour par rapport à la nouvelle version du logiciel. Donc si on trouve certaines lenteurs à l'innovation dans le gouvernement, je pense que c'est vrai partout. 3 questions rapides. Un, vous n'avez pas du tout évoqué le problème des partenariats publics-privés. De plus en plus, on sait que le gouvernement électronique favorise l'outsourcing et en particulier l'intervention de partenaires privés dans la gestion des ressources ou éventuellement même des traitements de l'État. Donc j'aimerais bien savoir un peu quelle est votre réflexion là-dessus. Deuxième point, le problème de la carte d'identité électronique et la signature électronique. L'idée, c'est évidemment d'avoir un mode unique d'authentification vis-à-vis de l'ensemble de l'administration et éventuellement même au-delà de l'administration. Est-ce que vous avez des réflexions à cet égard-là? Au Canada, ça m'intéresserait. Le troisième point, c'est la question de la confiance. Pierre a utilisé quelque chose qui est un principe classique en matière de privacy, c'est de dire la confiance, c'est le respect des legitimate expectations of privacy. Alors la question qui se pose, me semble-t-il, dans le domaine de l'administration publique électronique, c'est de plus en plus le fait qu'une donnée qui, à un moment donné, est introduite dans l'ensemble du réseau de l'administration peut, à un moment donné, apparaître intéressante pour une autre administration. Tout cela circule en réseau. Et donc, il y a un problème qui est un problème extrêmement délicat, de savoir évidemment, lorsque l'on transmet une donnée, à quelle finalité elle va servir. Et évidemment, tout le problème de la compatibilité se pose là derrière. Donc, il est extrêmement difficile de savoir encore quelle est notre
legitimate expectation of privacy lorsque l'on confie des données à l'administration. Tous les deux, vous avez des choses à dire. Bon, puisque je ne suis pas à mon poste, j'ai le loisir de parler sans réfléchir, donc je peux commencer, mais Pierre peut approfondir. Mais pour prendre les questions dans l'ordre inverse, pour la confiance et pour la vie privée, il faut dire que le gouvernement, et mon expérience, c'est évidemment le gouvernement de l'Ontario, mais n'est pas si monolithique qu'on le croit, qu'on le craint. Pour des raisons pratiques, c'est moins difficile de monter en conspiration qu'on croit, mais aussi pour des raisons juridiques. Notre loi sur la protection de l'information personnelle exige que chaque institution garde l'information à elle-même. Et chaque institution, c'est chaque ministère. Alors, le ministère du procureur général n'est pas la même institution au fin de la loi que le ministère de la Santé, que le ministère du Transport, tous les autres ministères, que l'université, que l'Hydro-Ontario, tout ça. Et on n'a pas le droit de passer des informations personnelles d'un ministère à l'autre, à moins que c'était prévu à l'époque de sa collecte. Ça rend très inefficace quelques fonctionnements du gouvernement. Quand on essayait avec notre projet de justice intégrée dans l'an 2000, 2001, 2002, avant que ça disparaisse sous des pressions techniques, mais en tout cas, ça a échoué. Mais un des problèmes avec l'intégration même du système de la justice, là, depuis la police jusqu'au service des tribunaux, le procureur de la couronne, service correctionnel, libération conditionnelle, tout ça, il y a 2-3 ministères dans ça. Passer l'information sur une personne d'un ministère à l'autre, c'était très difficile. On aurait dû amender la loi. Et amender la loi sur la protection de l'information personnelle, c'est difficile parce que le ministre a toujours peur du commissaire de la protection de la vie privée. Donc, on ne peut pas le faire. Pourtant, le public ne sait pas ça. Alors, par exemple, quand notre ministère, il y a quelques années maintenant, une quinzaine d'années, a voulu essayer une fois de plus de collecter, de recueillir les amendes non payées. Il y avait des millions, évidemment, qui s'étendaient dans l'histoire, là, des millions d'amendes non payées. Alors, on a envoyé des lettres à tout le monde là, pour dire « payez, là ». Et puis, on a reçu des plaintes. « Ah ben non, vous avez envoyé une lettre à mon père qui est mort il y a 6 mois, et puis ma mère était tellement éplorée de recevoir cette exigence. » Ah, OK, mais le ministre du procureur général n'est pas le ministre de l'État civil. On ne sait pas qui est mort. Là, on n'a pas accès à tous ces documents-là. Oui, bon, on a déménagé. Oui, OK, déménagé. Vous avez l'obligation de faire signe à votre déménagement au ministère du Transport. Mais alors, ils ne me disent pas ça. On ne partage pas cette information, mais on a été beaucoup critiqués pour ne pas avoir, pour avoir accès à toute information n'importe où au gouvernement. Alors, parfois, le public veut bien qu'on se partage cette information entre ministères. Et d'autres moments où on s'oppose. Il y a des ministres qui ont dû démissionner en Ontario parce qu'ils avaient révélé publiquement un renseignement sur quelqu'un venu d'un autre ministère, bien que cette information était publique et bien que l'individu, la personne en question avait écrit à chaque député de l'Ontario pour se plaindre de son traitement aux mains du gouvernement. Et la réponse était « Ah oui, mais il faut savoir quelle est l'histoire de ce type, parce que ce n'est pas qu'il est maltraité par ce ministère-là, il y avait affaire avec ce ministère-là qui l'a rendu un peu mal satisfait. Alors, elle a dû démissionner parce qu'elle a révélé... Alors, c'est un problème. Il n'y a pas de solution, mais disons qu'une fois que... je crois que les autres gouvernements au Canada sont plus ou moins dans la même position, qu'il y a des cloisons quand même. Il n'y a pas de décloisonnement de l'information personnelle à l'intérieur du gouvernement, sans beaucoup de difficultés. Pour la carte d'identité électronique, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de carte d'identité.
c'est une question qui revient de temps à autre. Il y a un des ministres de l'ancien gouvernement fédéral, pour ne pas parler du nouveau gouvernement du Canada, mais l'ancien gouvernement du Canada avait pensé à ça sans pouvoir le réaliser. Mais dans le gouvernement, on a beaucoup pensé en Ontario d'un système de carte d'accès aux services gouvernementaux. Alors, ce ne sera pas au fin de s'identifier n'importe où dans le secteur privé, mais pour le gouvernement. Et on montait ça avec un smart card, là. C'était peut-être pas si smart que ça, parce que ça a échoué plusieurs fois. Mais on pensait à fonder ça sur l'infrastructure à clé publique. Et on avait un système très intéressant d'accès unique à tout un réseau avec des cloisons encore à l'intérieur pour dire oui, il y a l'identification. Alors moi, je m'appelle John Gregory, je suis cette personne physique-là et pas l'autre qui porte le même nom. Mais ça me donne accès au foyer. Mais il y a plusieurs portes pour avoir mes renseignements de santé, le journal de mes fautes de circulation ou bien le truc que je suis employé du ministère. Ça sert à d'autres mots de passe, d'autres clôtures à passer. En tout cas, on était très conscients de tout cela en développant un système. On n'a pas réussi à l'établir parce que les politiciens sont devenus très nerveux à la fin. Là. Alors, ça aurait pu fonctionner, je crois, mais les gens, soit les gens qui s'occupent de la politique de la vie privée et aussi de la technologie de l'information, ont mis beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne sans donner accès à n'importe qui, à tout. Pour les partenariats publics-privés, j'ai très peu à dire. Le gouvernement ontarien, je ne vais pas dire le nouveau gouvernement, qui est le même que l'ancien, d'après l'élection, est engagé dans quelques projets comme ça, surtout pour les hôpitaux. Mais on était assez prudent pour l'administration des données personnelles sous la surveillance de la commissaire sur la protection de la vie privée, qui insiste qu'on a des contrats pour protéger les données, pour passer la responsabilité du gouvernement aux partenaires du secteur privé. C'est tout à fait c'est compris par tout le monde que ça fait partie du contrat. Je pense que toute la question de confiance et toute cette idée selon laquelle une donnée introduite dans le réseau peut être utilisée par un autre secteur de l'administration, je pense que ce que ça montre, c'est le caractère désuet du concept de finalité pour assurer la protection des données personnelles. C'est un concept qui convient dans une perspective où l'État fonctionne en silo. Et de fait, effectivement, je pense que les cas documentés où des informations ont effectivement été transférées d'un silo à l'autre, ils existent, mais ils ne sont pas aussi nombreux et aussi terrorisants qu'un certain nombre d'activistes, ou enfin pas d'activistes, mais de gens qui, bien intentionnés, ont une conception un peu naïve de la protection des données personnelles. Et je ne veux pas dire que c'est le cas d'Yves Poulet, mais il y a dans certains milieux une conception suivant laquelle une information pourrait n'avoir qu'une seule finalité, et on postule ça. Ce qui fait qu'en fin de compte, du point de vue du citoyen, comme le mentionnait John Gregory, le citoyen ne comprend plus. Il s'étonne qu'on demande à tout bout de champ la même chose, alors qu'il y aurait des façons beaucoup plus intelligentes de protéger beaucoup mieux ces données. Par exemple, en renforçant les politiques et les règles en matière d'accès aux données à l'intérieur des réseaux gouvernementaux. Si on avait porté l'effort qu'on a gaspillé à propos des finalités puis des soi-disant respect de finalités, si au lieu de gaspiller là-dedans, on avait investi pour s'assurer d'avoir des systèmes qui assurent une meilleure transparence quant aux accès, qui accède à nos données. Et ces personnes-là doivent rendre compte de l'accès qu'elles font à nos données. Bien, je pense que là, on aurait un univers où les gens seraient davantage en confiance. Mais là, je pense qu'on a le prix à payer pour une conception désuète du droit. Je pense que c'est justement une perte de confiance. Mais comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, la carte d'identité électronique, bien, c'est un fantasme. C'est-à-dire que dans certains pays,
On pense que c'est pas bon, alors qu'il y a des pays qui l'utilisent depuis des générations et le droit de la vie privée ne semble pas moins bien protégé. Je crois que ça relève du fantasme. Mais par ailleurs, le fantasme, c'est pas parce que c'est un fantasme que ça n'existe pas et que ça n'a pas d'importance au plan juridique. C'est-à-dire, il y a dans certains milieux culturels, ce n'est pas envisageable d'avoir des identifiants uniques, souvent parce que les gens ont des craintes, justifiées ou non, rationnelles ou non. Ce n'est pas là la question. Dans toutes les sociétés, il y a des craintes irrationnelles et il faut vivre avec. Cela dit, il faut être conscient que ça prend des systèmes pour identifier. Il me semble que moi, le véritable enjeu, c'est qui accède à ces informations, qui s'en sert, de quelle façon c'est géré et comment rend-on compte de ce qu'on en a fait. Et donc, je pense que pour assurer une meilleure protection, c'est plus de transparence. Ce n'est pas moins de transparence, mais plus de transparence, c'est-à-dire la capacité pour les administrés de savoir en tout temps ce qu'il advient de leurs données. Et là, je pense qu'on a une véritable protection. À l'heure actuelle, on a une protection factice, c'est-à-dire qu'on se fie à des commissions, à des commissaires qui, soi-disant, le font à notre place. Mais si on pouvait en tout temps et en temps réel savoir ce qu'on fait de nos données, là, on aurait une véritable protection. Et les réseaux nous permettent de le faire si on sait les configurer comme il faut. Mais tant qu'on va persister dans une conception désuète, je crois qu'on va malheureusement faire fausse route. Pour ce qui est des partenariats publics-privés, c'est un autre bel exemple où justement on a confondu des choses. C'est-à-dire ce qui importe, c'est comment développer les systèmes d'information. Le partenariat public-privé, c'est un moyen d'y arriver. Mais malheureusement, trop souvent, dans beaucoup de... Je pense qu'au Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ça, soi-disant, pour remédier aux soi-disant pénuries de moyens de l'État. Alors, c'est probablement l'utilisation pour une mauvaise raison. Si on savait les utiliser, d'abord en identifiant les priorités de l'État et ensuite, le cas échéant, voir si le partenariat public-privé est une bonne façon d'y arriver, peut-être, mais très souvent, c'est présenté comme une façon de pallier à l'insuffisance de moyens, au fait que l'État soit tellement pauvre qu'il y aurait besoin des partenariats publics-privés. Je me rappelle, moi, il y avait eu à un moment donné un projet il y a plusieurs années, c'est pour ça qu'on peut en parler maintenant, où le gouvernement du Québec voulait donner une adresse de courriel à tous les citoyens. Bien, il y avait été quêté des serveurs chez des entreprises. Le gouvernement du Québec, c'est quand même une des 20 plus grosses économies du monde et est obligé d'aller quêter des serveurs qui valaient $250 000 pour bâtir un programme comme ça. Ça fait un peu pitié. Alors, si c'est ça, les partenariats publics-privés, je pense qu'on fait fausse route. Il faut d'abord que l'État bâtisse ses politiques d'information et ensuite utilise les meilleures techniques pour y arriver. Je vais me permettre de rebondir, et ça, c'est la chance d'être président de ce panel-là. Là, j'ai tous les droits. On met à la poubelle la finalité. On met à la poubelle le consentement. En tout cas, moi, je le mets à la poubelle parce qu'on consent tout et n'importe quoi, et très souvent sans le savoir. On a la responsabilité qui nous reste, d'après la présentation de Pierre, qui, à mon avis, plus de l'irresponsabilité que la responsabilité, surtout venant de l'État, qui a tendance à se rendre toujours irresponsable, alors qu'on sait que dans le domaine de la sécurité, par exemple, le plus important, c'est qui est responsable de quoi. Donc la responsabilité, selon moi, je suis d'accord avec le principe, mais dans les faits, personne n'est responsable de rien. Et on a enfin transparence, sécurité, accessibilité, qui sont basées sur la mise en place de procédures. Moi, je joue l'avocat du diable, je sais qu'on n'est pas opposé là-dessus, mais le problème que je vois avec ces trois principes liés à la mise en place des procédures, c'est une lourdeur qui peut être considérable à mettre en place. Donc, pour gérer un document, on a des multitudes de documents qui environnent en fait, le document et qui sont nécessaires à la qualification, en fait, au respect de la qualité du document. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Moi, c'est juste je l'ai dit en introduction, combien je suis admiratif devant cette remise en cause des 5 grands principes qui sont véhiculés de manière religieuse, notamment en Europe. Mais malgré tout, je vois que les tentatives de pallier, en fait, ou en tout cas d'atténuer certains de ces principes-là, à mon avis, ne me semblent pas dénués de difficultés d'application, en tout cas. Oui, c'est difficile d'application si on reste dans un modèle pyramidal, si on reste dans un modèle bureaucratique. Mais si on est dans un modèle de véritable réseau,
Alors, la transparence, elle doit jouer des différents côtés. On a souvent mentionné que plus le citoyen est transparent, plus l'administration doit être transparente aussi. Donc, obligation de transparence, qui est un préalable à la responsabilité. Évidemment, si on ne peut rien savoir, c'est vrai que c'est difficile d'imputer la responsabilité. Mais donc, si on renforce les exigences en matière de transparence, et si on tient compte de la dynamique du réseau, c'est-à-dire qui est une dynamique largement drivée par l'usager en grande partie, du moins pour les services que l'usager choisit lui-même. Donc la capacité d'outiller l'usager ou ceux qui travaillent pour lui ou pour elle, de savoir ce qui se passe, je pense que ça, c'est un préalable à la responsabilisation. Cela dit, forcément, la responsabilité, la caractéristique des États bureaucratiques pyramidaux, c'est justement de s'assurer qu'il n'y ait pas de responsabilité, sauf la responsabilité fictive de la reine. Et là, forcément, c'est une des difficultés. Et c'est pour ça, probablement, qu'on a tant de mal à établir un véritable État en réseau. C'est parce que, justement, on persiste à appliquer une structure pyramidale à un environnement qui est essentiellement réseautique. Alors, forcément, on va toujours être en train et la réponse facile à ça, c'est de surréglementer, se servir d'expédients comme le consentement ou d'autres méthodes bureaucratiques, alors qu'il faudrait carrément... et j'admets que c'est assez utopique, mais il faut être sérieux. Si on veut parler d'un État en réseau, il faut parler de ce qu'il faut faire pour y arriver. Sinon, on fait simplement reconduire dans le milieu virtuel la complexité héritée de l'univers papier. Et si je comprends bien, si on dit plus de responsabilité, il faut arrêter d'avoir, je prends l'exemple de la vie privée, des décisions, en tout cas chez nous, ça les Européens sont meilleurs que nous là-dessus, il faut arrêter d'avoir des décisions un peu Mickey, là, où même les noms des contrefacteurs sont enlevés des décisions. Donc d'une part, on a une décision qui ne dit bon, c'est pas bien, recommencez plus, mais en plus, on ne sait pas qui est contrevenu. Je prends notamment... la Commission d'accès à l'information, évidemment, est la première à censurer ses propres décisions. Évidemment, c'est sûr que quand on est une commission d'accès à l'information puis on rend l'information inaccessible, c'est vrai que c'est mal parti, ça c'est sûr. Mais ça... Sur ces bonnes paroles, je crains qu'il faille synthétiser. Donc notre synthétiseur est prié de...